Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point culture que j'ouvre avec un ballet que je suis allée voir au début du mois d'avril. Il s'agit du ballet de La Belle au bois dormant, chorégraphié et mis en scène par le très célèbre Rudolf Nureyev et sur la musique du non moins célèbre Tchaïkovski. J'ai eu la chance d'avoir dans le premier rôle masculin le danseur étoile Guillaume Diop qui était tout simplement mémorable. L'alliage de la puissance de ses muscles avec la grâce qu'il incarnait était spectaculaire. Et dans l'ensemble, c'était un très beau ballet, assez facile à suivre quand on connaît déjà l'histoire de La Belle au bois dormant, pardon, et évidemment avec, des musiques que l'on connaît déjà, surtout si vous avez vu le Disney. Donc je recommande vivement pour les débutants qui veulent découvrir les ballets. Si vous vous demandez où est la vidéo Point Culture du mois d'avril, elle n'existe pas. D'accord, voilà, ne la cherchez pas. Elle n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. C'est aujourd'hui que je vous fais un retour sur une lecture que j'ai toujours pas terminée d'ailleurs. Parce qu'en fait, au mois d'avril, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu d'expo, je n'ai pas voilà, découvert grand chose, à vrai dire. Bref, je suis toujours avec ce livre, La Parfaite Lumière. Je vous avoue que j'ai failli abandonner ma lecture parce que contrairement à La Pierre et le Sabre, qui est donc le premier tome, je trouve que ça n'avançait pas, qu'il n'y avait pas d'objectif, l'histoire n'allait nulle part et en plus de ça, les personnages m'étaient de plus en plus antipathiques, donc vraiment j'en appréciais pas ma lecture. Donc j'en étais arrivée à 150 pages et vraiment j'appréciais toujours pas. Je me suis dit bon, je vais peut-être abandonner, peut-être qu'au final la suite ne mène nulle part. Comme c'est la suite, j'ai pas trop envie d'en parler, mais bon, on suit toujours l'histoire donc de Miyamoto Musashi qui est un jeune sabreur, quelqu'un en tout cas qui veut suivre la voie du sabre, la voie de l'épée, la voie du sabre, ouais, je crois que c'est la voie du sabre, pour essayer de voilà, trouver un équilibre dans sa vie, comprendre le sens de la vie, etc. Du coup, il veut vraiment devenir le plus fort au sabre, tout simplement. Et du coup, au début de ce tome-là, il continuait dans cette voie-là, voie qui, pour moi, me semblait extrêmement égoïste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'entouraient, au final, qui, lui, il a abandonné, enfin, c'est... J'ai pas aimé, en tout cas, la philosophie qui en découlait. Là, j'en suis à la page 182, donc vous voyez, entre la page 150 et la page 182, il y a eu un petit twist, un petit plot twist. En tout cas, un élément qui fait que l'histoire a changé. Il y a eu une tournure dans l'histoire que j'apprécie énormément. Ça ouvre de nouvelles perspectives. La manière de penser de Miyamoto Musashi change. On va dire qu'il s'ouvre à de nouveaux horizons, ou en tout cas une nouvelle philosophie de vie que j'apprécie nettement mieux. Voilà, hâte de lire la suite. Je voulais juste vous faire un petit point là-dessus parce que je pense que là ça va être un petit peu mieux. C'est pour ça que au mois d'avril je n'ai vraiment rien lu parce qu'en fait je n'en pouvais plus de ce livre. Je lisais 3 pages, ça m'amusait pas, j'avais pas envie de continuer, j'apprenais rien, on allait nulle part, je comprenais pas où l'auteur nous menait. Mais là c'est bon, là j'ai compris. Là on est à un bon moment donc je pense que là, je vais le lire beaucoup plus vite. En tout cas, j'espère qu'à la fin du mois de mai, j'aurai enfin terminé cette lecture parce que j'ai envie de lire d'autres choses. Il y a tellement de livres qui m'attendent dans ma bibliothèque qui ont l'air super. Du coup, voilà, tout simplement. Je suis ensuite allée faire un petit tour du côté du centre Pompidou de Paris pour aller voir l'exposition de Suzanne Valadon, qui est une artiste que je connaissais de loin. C'était donc le moment pour essayer de mieux la connaître. Suzanne Valadon était d'abord un modèle pour les peintres de son temps et a ensuite décidé de devenir elle-même artiste peintre. Sa peinture est franche, sans fioritures, elle peint ses modèles comme ils sont et non comme on aimerait qu'ils soient. L'exposition était sympathique, mais je n'ai pas vraiment apprécié la scénographie. Un décor plus intimiste aurait été plus parlant par rapport à la peinture de Valadon et l'éclairage n'était vraiment pas terrible, à mon sens. J'ai ensuite poursuivi ma visite avec la deuxième grande exposition que proposait le Centre Pompidou, Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale, que j'avais très envie de découvrir car je trouvais le sujet peu abordé dans les grandes institutions muséales. C'était l'occasion de mettre en avant une reconnaissance des artistes noirs dans l'histoire parisienne moderne.
Cependant, j'ai trouvé que la partie historique qui inaugurait l'exposition était trop légère et trop rapide. On rentre très rapidement dans l'ultra-contemporain que je n'apprécie pas d'une manière générale, et les œuvres présentées ne reflétaient pas forcément une lutte anticoloniale. J'ai eu en tout cas du mal à le retrouver sur une grande partie de l'exposition, donc j'ai trouvé ça dommage. Mais c'était tout de même très intéressant. Si ce sujet vous intéresse, il faut bien évidemment aller voir cette exposition. Vous pouvez le dire, je serais complètement d'accord avec vous. Je suis dans l'abus le plus total. Nous sommes le 5 juillet. La dernière vidéo que j'ai tournée en tant que point culture, c'était le 1er mai, je crois. Vous allez voir les vidéos à la suite, mais alors moi, du coup, c'était il y a 2 mois. Oui, je suis dans l'abus. Est-ce que j'ai vraiment des excuses? J'ai été occupée. J'ai eu des moments où j'étais un peu moins occupée, où j'ai juste pas continué quoi. Et vous verrez que dans tous les cas, je n'avais pas grand chose à dire. J'ai quand même terminé des livres, donc on va en parler tout de suite. J'ai terminé La parfaite lumière de Eiji Yoshikawa, publié chez J'ai lu, qui est donc la suite de La pierre et le sabre, la suite et la fin. Donc c'est bon, j'ai complètement terminé l'histoire de Miyamoto Musashi. Si vous avez lu, et est-ce qu'il a été lu, juste lu je crois, si vous avez lu le manga Vagabond, et bien voilà, c'est l'histoire originale qui a donc été écrite au début du 19e siècle et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un peu moins aimé le tome 2 parce qu'il y avait une longueur au début qui était insoutenable. Insoutenable dans le sens où j'ai failli abandonner plusieurs fois ma lecture. La raison pour laquelle cette lecture m'a pris 4 mois, je crois, vraiment, ça m'a donné une grosse panne de lecture. Mais voilà, au bout, je dirais de 200 pages, peut-être un peu moins. Là, ça a commencé à prendre une vraie tournure qui m'a plu et j'ai pu continuer l'histoire jusqu'au bout très tranquillement. Voilà, vraiment, je me suis pas pressée, j'y suis allée très tranquillement. La pierre et le sable, donc on suit l'histoire de Miyamoto Musashi qui, dans sa quête en fait du sabre, il va essayer de trouver surtout sa quête personnelle. Il va essayer de trouver un sens à sa vie, il va essayer de trouver un sens à son sabre. Pourquoi il utilise le sabre, pour quelles raisons, pour qui. Et donc on va suivre un petit peu tout ça, c'est vraiment une quête philosophique. Et il va essayer de comprendre comment intégrer son sabre à la vie quotidienne, à faire en sorte que son sabre soit au service du bien finalement. Et voilà, il va essayer d'explorer ça de différentes manières et voilà, on suit son cheminement, on suit sa quête philosophique, sa quête personnelle et vraiment c'était vraiment chouette. Ça nous fait poser des questions sur notre propre quête personnelle je pense aussi. Et donc voilà, c'est assez inspirant, donc je vous le recommande vraiment. Évidemment dans un univers japonais, dans un univers du XIIIe siècle japonais, donc l'ère d'Edo, etc. J'ai ensuite fini également Les femmes de la Renaissance, elles ont lutté pour leur liberté de Sylvie Leclèche. Je sais plus si j'en avais parlé dans l'autre point lecture, il ne me semble pas. Si c'est le cas, bon bah je couperai hein, tout simplement. On va donc là se plonger dans les recherches de Sylvie Leclèche, qui est donc une historienne, enfin non, une conservatrice générale, inspectrice générale des patrimoines au ministère de la Culture et historienne. Elle a notamment écrit des biographies sur François Ier et Philippe le Bel. Donc là, elle se penche plutôt sur l'histoire des femmes dans la Renaissance, leur place et la manière, elle va surtout s'intéresser à des histoires de femmes qui sont un petit peu, on va dire, sorties, qui sont un peu hors du commun et qui ont vraiment tenté de s'émanciper des règles prescrites par la société, etc. pour les femmes. Donc voilà, donc au début on va beaucoup suivre les femmes de pouvoir qu'on connaît déjà. Donc bon, ça j'avoue, ça m'intéressait peu. Là où ça m'intéressait beaucoup plus, c'est quand on se plonge voilà, vers des femmes un peu moins connues, des femmes du peuple. Donc c'était vraiment... les dernières histoires, c'était vraiment centré sur ça. On va donc suivre par exemple l'histoire de Jacquette Sadon qui avait été jugée pour sorcellerie, évidemment. Donc c'est bien parce que on parle un petit peu de tous ces jugements de sorcières, etc. Donc c'est assez intéressant. On parle également de Charlotte Duplessis-Mornay
une femme protestante pendant la Saint-Barthélemy, donc super intéressant également, qui a réussi à fuir, etc. On va parler de Louise Bourgeois, je pense que c'était celle qui m'a le plus intéressée, puisque c'était une femme sage-femme, donc qui a un peu lutté face aux médecins de la Renaissance, qui voilà, ne voulaient pas reconnaître l'autorité d'une sage-femme, qui leur savoir à eux était plus important. Mais voilà, Louise Bourgeois était une sage-femme intellectuelle qui a beaucoup écrit. Et donc voilà, son histoire est super intéressante. Et moi je ne la connaissais pas, donc vraiment j'étais... voilà, il y a quelques histoires voilà, de femmes peu connues qui étaient donc très très intéressantes. Charlotte Guillard également, qui était une libraire imprimeuse. Voilà, ça nous montre en fait, c'est un pan de la société que l'on connaît un peu moins dans l'histoire, dans l'imaginaire populaire. Voilà, on n'a pas de noms de femmes qui nous viennent tout de suite en tête. Et donc c'est vrai que c'est super intéressant de les mettre en avant. Et ce serait encore plus intéressant si voilà, il y avait des médias qui pouvaient un petit peu plus parler de ces femmes-là et un peu moins parler des femmes qui étaient mères de rois, qui étaient elles-mêmes reines, ou qui étaient sœurs de rois, ou je ne sais quoi encore. Voilà, bon. Celles-là on les connaît, on commence à bien les connaître en tout cas, il faut toujours en parler, parce qu'elles ont eu un rôle capital, il faut toujours continuer à en parler, mais voilà, il y avait d'autres femmes qui étaient là, qui étaient présentes dans la société française, qui existaient, et donc il faut en parler. Les femmes n'étaient pas invisibles à la Renaissance ou au Moyen-Âge, elles étaient là, elles existaient, il faut que leur nom ne soit pas oublié. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre était vraiment très très intéressant. Je vous le conseille vivement. Surtout qu'il se lit vraiment très vite, il est assez court, hein. Il fait 275 pages et c'est assez épais, c'est pas trop petit. Franchement, lisez-le. J'ai ensuite eu l'occasion d'aller à l'exposition David Hockney 25 présentée à la Fondation Louis Vuitton. C'était une grande et riche rétrospective sur l'œuvre de David Hockney que je connaissais principalement pour sa période californienne avec la fameuse peinture de la piscine. J'ai pu découvrir grâce à cette exposition toutes ces autres périodes, aussi différentes les unes que les autres. David Hockney est un artiste qui aime découvrir de nouvelles manières de s'exprimer, autant qu'il aime reproduire encore et encore les mêmes sujets, notamment quand il est en Normandie. Bien que l'exposition était excessivement longue, on n'en voyait pas le bout. Elle était extrêmement riche et nous a fait découvrir des univers très variés, ce qui fait qu'on ne s'est pas du tout ennuyé. J'ai personnellement énormément apprécié cette exposition. Le lendemain, je suis allée pour la toute première fois au musée Rodin. L'endroit est une bulle de calme et de verdure en plein Paris. C'est assez impressionnant. Le musée en tant que tel revient bien évidemment sur toute la carrière artistique de Rodin. Personnellement, je ne suis pas très sensible à son art. Par contre, j'ai beaucoup aimé la salle de Camille Claudel, dont j'apprécie un peu plus les œuvres. Cela m'a quand même permis de voir des œuvres majeures de l'histoire de l'art, vous vous en doutez, comme bien évidemment Le Penseur. Je recommande, surtout si vous êtes des amateurs de sculpture, parce qu'il n'y a évidemment presque que ça. Donc j'espère que vous avez découvert de très belles choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve pour un prochain point culture et cette fois je ne dirai pas de date, comme ça je ne me stresse pas avec les dates. On se retrouve juste pour un prochain point culture, je vous souhaite de bonnes vacances surtout, hydratez-vous c'est important, il y a de fortes chaleurs en ce moment et je vous fais de gros bisous. Salut! Quête Sadon qui avait été